Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Géoressources, énergie et transition. Et on va continuer à parler de dihydrogène. Et cette fois, on va s'intéresser au dihydrogène produit par l'électrolyse de l'eau. Dans cette nouvelle économie basée sur le dihydrogène qui commence à se construire, l'électrolyseur est un élément central. L'idée, elle apparaît très séduisante. Il s'agit de produire du dioxygène et du dihydrogène simplement à partir d'H2O, à partir de l'eau, qui est une ressource très abondante sur Terre. Et on se dit, c'est génial. Le dihydrogène, c'est une molécule très énergétique. C'est un combustible qui brûle en fournissant une énergie de 120 kJ par gramme de dihydrogène. Cela ne relâche que de la vapeur d'eau. Il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de gaz à effet de serre relâché dans l'atmosphère. Et je peux même récupérer un surplus d'énergie si je condense la vapeur d'eau. Mais pour cela, j'ai besoin d'énergie. Mon électrolyseur, je peux l'alimenter par de l'électricité produite par un réacteur nucléaire. C'est ce qu'on va appeler l'hydrogène jaune. Ou je peux le produire à partir d'énergie renouvelable, que cela soit de l'éolien, du solaire ou de l'hydraulique, et là on parlera d'hydrogène vert. Donc sur le papier, cela apparaît très bien, mais qu'en est-il du bilan énergétique? Et là on va refaire un peu de physique. La réaction qui nous intéresse, c'est celle-là, c'est H2O qui me donne H2 plus un demi-DO2, et pour électrolyser l'eau, il me faut deux électrodes, une anode et une cathode, avec une différence de potentiel suffisamment forte entre ces deux électrodes pour séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau. Pour avoir cette différence de potentiel, on va utiliser les potentiels standards des demi-réactions. Déjà, j'ai la demi-réaction à l'anode, où je vais faire de l'oxydation de l'oxygène de l'eau. H2O qui me donne 1 demi-DO2 plus 2H plus 2E-. Et le potentiel standard, il est de 1,23 volts. Et l'anode, elle doit être couplée au pôle positif de la pile, qui va m'aspirer les électrons produits. Et à la cathode, je vais faire une réduction de l'hydrogène de l'eau. Alors ici, dans cette vidéo, on travaille en conditions acides, et par conséquent, l'électrode va utiliser de l'eau déjà dissociée en solution aqueuse puisqu'il s'agit d'ion H+. 2H+, plus 2E- me donne H2 et le potentiel redox de cette demi-réaction, il est de 0 volts par définition. Et cette cathode, elle doit être reliée au pôle négatif de la pile qui va me fournir les électrons nécessaires à la réduction. Je rappelle juste un truc mnémotechnique pour s'en rappeler. Le petit C de cathode vous indique que c'est une réduction et le petit A de anode vous rappelle que c'est une oxydation. Donc pour la pile qui va alimenter l'électrolyseur, il me faut une forme électromotrice au minimum de 1,23 volts dans les conditions standards, c'est-à-dire quand toutes les espèces gazeuses sont à une pression partielle de 1 bar. Et je vais calculer le delta G0 correspondance, c'est-à-dire le travail nécessaire pour faire cette électrolyse. Dans cette réaction, j'échange deux électrons pour faire une molécule de dihydrogène à partir d'une molécule d'eau. Cela me donne cette valeur en kJ par mol. Et ici, vous avez le nombre d'Avogadro, et là, la charge élémentaire d'un électron en coulomb. Et le produit des deux vous donne la constante de Faraday. Et je vois que pour produire 1 gramme de dihydrogène, il me faut théoriquement une énergie minimale de 118,5 kJ par gramme de dihydrogène. C'est quasiment la même valeur que l'énergie de combustion qui est de 120 kJ par gramme. Alors dans certaines publications, vous verrez une valeur supérieure pour l'énergie de combustion du dihydrogène. Comme dit tout à l'heure, c'est 120 kJ par gramme d'H2, c'est lorsque vous récupérez de la vapeur d'eau. Mais si je condense cette vapeur d'eau, je récupère de l'énergie de condensation. Cette énergie de condensation, c'est une chaleur latente, puisque c'est une énergie associée à un changement d'état et qui est transférée à température constante. J'ai besoin de connaître sa valeur, elle est de 2260 joules par gramme d'eau. Alors dans ma réaction de combustion du dihydrogène, une mole de H2 me donne une mole d'H2O. Si je traduis cela en termes de masse, 2 grammes de H2 me donne 18 grammes d'H2O. Dit autrement, 1 gramme de H2 me donne 9 grammes d'H2O. J'ai dit que la chaleur latente de condensation de la vapeur d'eau est de 2260 joules par gramme d'H2O. Eh bien, l'énergie de condensation que je vais récupérer dans la combustion de H2, si je condense la vapeur d'eau, sera de 9 fois 2260, soit 20 kJ par gramme de H2. Si je fais le bilan, en résumé, combustion avec dégagement de vapeur d'eau, c'est du 120 kJ par gramme d'H2. Combustion avec récupération de la chaleur latente de condensation, c'est du 140 kJ par gramme de H2. Alors comme on va passer à une économie et des systèmes énergétiques de plus en plus basés sur l'électricité, c'est important de donner les valeurs en watts par gramme de combustible, en se rappelant qu'un wattheure, c'est 3600 joules. C'est l'énergie dépensée par un appareil d'1 watt de puissance fonctionnant pendant une heure. Les 120 kJ par gramme
de H2, c'est du 33 Wh par gramme de H2, et les 140 kJ par gramme de H2, cela nous donne du 39 Wh par gramme de H2. La première valeur, c'est ce qu'on appelle le PCI, le pouvoir calorifique inférieur, et la deuxième valeur, c'est ce qu'on appelle le PCS, pouvoir calorifique supérieur. Bien, si je fais ici le bilan à chaud de mon électrolyseur, pour 1 g de dihydrogène, j'aurais dépensé 118,5 kJ d'énergie électrique pour produire 120 kJ d'énergie chimique. Voilà, j'expliquais la théorie. Un électrolyseur, c'est surtout un dispositif qui me convertit de l'énergie électrique en énergie chimique, mais le rendement, il sera beaucoup plus faible. Ce qui est donné dans la littérature, c'est un rendement qui sera de l'ordre de 60%. Alors pourquoi? Eh bien, en raison du second principe de la thermodynamique, je dois dépenser plus d'énergie pour faire fonctionner mon électrolyseur. À l'anode, qui est reliée à la bande positive de la pile, je dois exercer une surtension positive supplémentaire pour attirer les électrons et les faire sortir de l'électrode. Et à la cathode, je dois exercer une surtension négative supplémentaire pour expulser les électrons de la pile et les faire rentrer dans la cathode. Et enfin, j'ai des résistances qui s'exercent contre la circulation des électrons dans le circuit électrique et aussi contre la circulation des électrolytes dans l'électrolyseur. Donc, je dois encore appliquer des tensions supplémentaires pour contrer tout cela. Donc, je ne pourrai pas travailler avec une pile de 1,23 volts de force électromotrice, il me faudra une pile plus forte. En pratique, les électrolyseurs industriels utilisent des potentiels de 1,7 à 2,1 volts. Je termine juste cette vidéo par un exercice de calcul. Dans ce document, on nous dit que la consommation de l'électrolyseur elle est de 4 à 5 kWh par mètre cube de dihydrogène produit en conditions normales, ce qui veut dire 1 bar est 273 Kelvin, 0 degrés Celsius. Alors, quel est le rendement? Eh bien, je fais le calcul. 1 mètre cube, c'est ce nombre de moles. Cela nous donne une masse de 88 grammes de dihydrogène. Et en kilowattheure, 88 x 33, cela me donne 2,9 kWh. Cela nous fait donc un rendement entre 0,58 et 0,72. Mais patatras, dans le document en question, les rendements qui sont donnés, ils sont bien meilleurs, puisque l'on nous annonce des rendements entre 70 et 85%, au lieu des 58 à 72% que nous avons calculés. Alors, où est l'erreur? Est-ce que l'on nous aurait menti? Je vous laisse réfléchir un peu, mais si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez la solution. Voilà, vous avez trouvé? Eh bien, le rendement, c'est le rapport de l'énergie récupérée sur l'énergie dépensée. Ce que l'on récupère, c'est de l'énergie chimique en boîte que je pourrais récupérer par combustion ou par oxydation contrôlée. Ici, j'ai calculé le rendement en utilisant le PCI. Dans le document là, les auteurs, ils ont utilisé le PCS, c'est-à-dire une énergie de combustion plus élevée qui présuppose que l'on va récupérer l'énergie de condensation, mais ça, on n'en sait rien, car ce dihydrogène, il sera utilisé dans une pile à combustible ou un moteur thermique, et une pile à combustible ou un moteur thermique, cela relâche de la vapeur d'eau, sauf si un dispositif adéquat est prévu pour récupérer cette énergie de condensation, comme dans les chaudières à condensation. Et même si cette énergie de condensation elle est bien récupérée, on pourra toujours en tenir compte dans les calculs par la suite. Donc je pense qu'en fait, c'est plus honnête d'utiliser le PCI plutôt que le PCS pour calculer le rendement de cet électrolyseur. Si par contre vous commercialisez des électrolyseurs, eh bien oui, parlez en termes de PCS. La morale de tout cela, exercez votre esprit critique, ne croyez pas ce que l'on vous dit et vérifiez toujours par vous-même. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo de présentation de l'électrolyseur. À bientôt.